7h37 sur la première, le plaisir d'accueillir le président du CICR, Peter Maurer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes dans nos studios de Genève ce matin, président depuis 2012. Le Comité international de la Croix-Rouge, dont l'action humanitaire s'étend aujourd'hui à plus de 80 pays. Vous êtes sur tous les fronts et Dieu sait que ces fronts sont nombreux aujourd'hui. Ces jours encore, le CICR alertait la communauté internationale sur la bataille d'Alep pour le contrôle de la deuxième ville de Syrie. Vous soulignez, le CICR souligne que c'est là l'un des pires conflits urbains jamais menés à notre époque, des combats entre rebelles alliés à des djihadistes et forces du régime soutenues par les frappes russes. Peter Maurer, Alep, le CICR, votre organisation, peut encore accéder à certains quartiers de la ville ou est-ce que c'est désormais totalement impossible ? Non, nous sommes présents à Alep. Nos délégués sont à l'intérieur de Alep depuis le début presque de cette crise syrienne. Même ces derniers mois, ils étaient capables de faire encore de l'action, d'entreprendre des actions humanitaires dans quelques quartiers, mais en effet, avec l'accentuation des conflits, des combats ces dernières semaines, ces accès sont devenus extrêmement difficiles. Depuis fin avril, début mai, on n'a pu plus entrer dans les régions contrôlées par l'opposition armée. Cela ne dit pas que le travail humanitaire n'est pas d'une importance cruciale et donc tous les jours on peut encore soigner des gens, on peut apporter de l'eau, on peut réparer les distributeurs d'eau, on peut toujours apporter de la nourriture à des populations qui en ont terriblement besoin. Mais est-ce que vous pourrez le faire encore dans les semaines à venir ? Est-ce que vous n'êtes pas terriblement inquiet ? Je parle encore d'Alep là précisément. Nous sommes particulièrement alertés et puis inquiets sur cette situation parce que si l'accentuation de la violence et des bombardements, des combats continuent au milieu d'une zone habitée par les populations civiles, cela devient de plus en plus difficile et en fin de compte, cela revient à demander aux parties au conflit de respecter l'espace pour les humanitaires pour qu'ils puissent travailler, d'établir des zones d'action où les humanitaires peuvent travailler, des pauses de combat qui nous permettent au moins tous les jours, pendant quelques heures, d'accéder les populations civiles, donc sans que les combattants de tous les côtés changent fondamentalement leur comportement envers les civils, envers les acteurs humanitaires. Cette situation deviendra de plus en plus difficile. On sait que les États-Unis et la Russie se livrent à une guerre d'influence en Syrie, à Alep notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement de ces deux pays ? Bon, je suis à ce niveau-là plutôt reconforté par le fait qu'ils se parlent au moins et qu'on a l'impression ces derniers temps qu'ils réalisent que cette bataille de Syrie, en fin de compte, risque de leur faire perdre aux deux de l'influence. Je suis peut-être moins reconforté par d'autres acteurs régionaux et leur influence et par les acteurs sur le terrain où j'ai l'impression que leur radicalisation est encore s'accentue ces dernières semaines alors que les grandes puissances, je pense, ont retrouvé un fil au moins de discussion et essayent de calmer le jeu. Quand vous parlez d'autres acteurs locaux qui se radicalisent, vous pensez à qui, Peter Maurer ? Bon, c'est le gouvernement syrien d'un côté, mais c'est aussi les acteurs armés de l'autre côté. Les rebelles, comme on les appelle, oui. Les rebelles ou les acteurs armés, comme nous les appelons au CICR, les acteurs armés non étatiques. Mais c'est aussi les pouvoirs derrière. C'est inimaginable que cette guerre puisse être menée comme ça sans qu'il y ait des apports, sans que les armes sont livrées en Syrie. Ça se passe par les pays de la région. Et donc, c'est important que ces pays aussi trouvent un fil de discussion pour calmer le jeu dans cette région. On dit toujours que le CICR parle avec tout le monde, parle avec tous les belligérants. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'il y a des fronts, des groupes ou des groupuscules avec qui vous ne pouvez plus parler ? Écoutez, nous, on parle toujours avec tous les acteurs armés qui jouent un rôle crucial. La question est plutôt de savoir si ces acteurs parlent avec nous. Et quelle est la réponse, Peter Maurer, en l'occurrence ? Et puis il y avait toujours dans l'histoire du CICR, inclus dans cette actualité syrienne, des acteurs où c'est extrêmement difficile de les faire parler avec nous, de nous faire entendre avec eux. Mais
c'est clair, on parle, si je vous dis, on parle avec certains des acteurs d'opposition en Syrie et on a d'énormes difficultés à parler à d'autres qui jouent un rôle quand même crucial aussi sur le terrain. Lesquels, si on est plus précis? C'est très difficile aujourd'hui, par exemple, de parler aux représentants ou aux acteurs affiliés à l'État islamique. C'est un peu moins compliqué avec d'autres acteurs. Vous savez comme moi que la fragmentation des acteurs est énorme et donc on a souvent de l'extérieur ces visions comme quoi il y avait que peut-être 2 ou 3 acteurs non armés alors qu'on est confronté à une cinquantaine, une centaine d'acteurs. On parle à beaucoup d'entre eux mais pas à tous et donc il y a des point blanc sur notre carte où on n'a pas d'accès, on n'a pas d'influence, mais on essaye certainement directement, mais aussi par des intermédiaires qu'on connaît, par des leaders de tribus, par des leaders religieux, par des affiliations qu'on a dans d'autres pays, de passer des messages et de trouver un moyen d'accéder, de calmer le jeu, de déradicaliser la violence à laquelle on est confronté aujourd'hui dans ce contexte. Oui, alors vous avez dit, très difficile de parler à quelques représentants de l'État islamique. Vous l'avez entendu dans notre journal de 7 heures, Amnesty International a reconstitué en 3 dimensions ce qu'elle décrit comme l'une des pires prisons du régime syrien, la prison de Sadnaya, où les tortures se sont multipliées. Ce sont des centres auxquels vous avez accès du côté du CICR? Vous savez que c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. On a des accès dans certaines des prisons syriennes. On est en contact, on dialogue avec le gouvernement syrien. Le rapport de Amnesty International certainement nous alarme, nous interpelle. Nous allons comparer ces informations avec les nôtres. Un des dilemmes auxquels on est confronté toujours et qui ressort avec ce rapport aussi, c'est que le CICR en a accès aux prisons mais n'en parle pas, alors que Amnesty International n'a pas d'accès aux prisons et en parle. Alors, c'est paradoxal. C'est paradoxal, mais je pense que ça montre aussi que différents acteurs ont différents rôles. Nous pensons que nous pouvons faire et continuer à faire un travail utile dans le dialogue pour améliorer la situation qui, logiquement, est difficile, non seulement en Syrie, mais aussi dans d'autres pays du monde. Je vous rappelle qu'on visite plus d'1 million de détenus dans plus de 100 pays au monde chaque année. Si je pousse le raisonnement un peu plus loin, vous iriez jusqu'à dire qu'Amnesty fait là aussi un peu... C'est d'un terrible cynisme. Comment puis-je dire ça, une forme de communication dramatique autour d'une modélisation 3D autour d'une prison comme ça, alors que votre travail du côté du CR, c'est de voir tout le monde et d'aller partout. Vous ne poursuivez pas le même but au fond? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là à la limite? Moi, je pense qu'on a les mêmes motivations, un souci de traitement digne dans les détentions autour du monde. Et puis la manière pour atteindre cet objectif, ils sont différents. Voilà, la manière d'en parler n'est pas la même. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Bon, il y a une information qui dit aussi que les bombardiers russes décollent désormais de bases iraniennes. Est-ce que ça change la donne du conflit, Peter Maurer? Ça ne change pas pour nous fondamentalement la donne du conflit. On est conscient qu'il y a énormément d'acteurs en Syrie, internationaux, nationaux, régionaux, globaux, qui sont impliqués en Syrie. Ça rend difficile des fois de qualifier les obligations juridiques humanitaires d'un acteur ou d'un autre, mais ça ne change pas fondamentalement la donne parce que c'est les effets humanitaires qui nous préoccupent et non nécessairement les constellations stratégiques et militaires dans ce conflit. Il y a des négociations de paix entre beaucoup de guillemets qui continuent de se poursuivre, sur la houlette là aussi des États-Unis et de la Russie. Elles se tiennent à Genève en général. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou est-ce qu'il n'y a pas même, au pire, un effet contre-productif à ces négociations qui serait une sorte de façade à des combats qui redoublerait d'intensité? Est-ce qu'il faut poursuivre ces négociations, Peter Maurer? Mais certainement, je suis le premier à le répéter tous les jours que, vu la limite de possibilités que les acteurs humanitaires ont, c'est des acteurs politiques qui doivent
calmer le jeu, trouver des solutions politiques. On ne peut pas trouver des solutions à la crise syrienne qui soient humanitaires. Il y a seulement des solutions politiques. Pour trouver des solutions politiques, il faut des négociations diplomatiques. C'est pas une façade. C'est pas une façade, pardonnez-moi. On sait tous que tous les conflits se règlent par conférence, par processus diplomatique. C'est désespérant de voir combien longtemps, malgré l'accentuation de la crise, malgré les déplacements de millions de gens, malgré la mort de centaines de milliers de gens, que ces diplomaties n'avancent pas vraiment, mais je pense néanmoins que c'est important que les acteurs se mettent autour de la table, qu'ils essayent de converger leurs positions et de contribuer non seulement à la déradicalisation de l'utilisation de la force, mais aussi au respect du droit et nous permettre au moins à court terme de pouvoir travailler mieux en tant qu'humanitaire dans ce conflit. Si on revient sur le terrain, on sait que le CICR demande une trêve humanitaire aux belligérants pour pouvoir acheminer de l'aide en Syrie. Est-ce que cette trêve va pouvoir être obtenue dans les prochaines heures, les prochains jours? Êtes-vous optimiste sur cette question ? On l'espère bien. Je trouve encourageant que la Russie a proposé déjà et a déclaré unilatéralement. Le problème, c'est que les déclarations unilatérales ne nous aident pas nécessairement tout de suite. Elles doivent être suivies par les autres acteurs et donc les négociations humanitaires autour de cette trêve sont importantes. Je ne peux pas prédire si c'est suivi ou pas. Pour le moment, ce n'est pas suivi. Ça rend notre vie et notre travail très difficiles. Peter Maurer, le président du CICR. Nous allons commenter la presse durant les 11 minutes qui nous restent, si vous êtes d'accord, qui nous offre pas mal de matière ce matin, comme souvent. À commencer par la Turquie, Esther Koko, qui est un refuge pour les islamistes radicaux. Accusations relayées dans le Tages-Anzeiger ce matin. Oui, ces accusations publiées par les services secrets allemands dans un rapport censé rester confidentiel fâchent le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais pour le Tages-Anzeiger, c'est clair, les têtes pensantes des frères musulmans et du Hamas sont les bienvenus en Turquie depuis des années. Le parti de Erdogan se sent proche de l'idéologie et de la politique des frères musulmans. La Turquie héberge des forces islamistes d'Égypte et de Palestine, mais elle a aussi sa propre scène islamiste radicale alimentée par le conflit syrien. Il y a des représentants en Turquie de tous les groupes d'opposition impliqués en Syrie qui leur fournissent du ravitaillement. Reste que les médias proches du gouvernement turc considèrent ces accusations comme des mensonges. Et vous, du côté du CICR, Peter Maurer, ces accusations sont-elles mensongères? Comment voyez-vous les choses? Bon, ma première réaction en lisant ces titres, je me suis rappelé pourquoi j'étais fasciné en tant que Peter Maurer à devenir diplomate, parce que depuis plus de 35 ans, je suis fasciné par l'analyse qu'on peut faire du monde, des réalités, et puis de la possibilité et des marges de manœuvre qu'on a de communiquer, de transformer cette réalité en mots et en diplomatie qui permet aux États de trouver des relations. Donc il y a toujours un écart qui me passionne, qui me fascine, qui me travaille tous les jours de reconnaissance d'une réalité d'un côté et d'une reconnaissance aussi d'une réalité de pouvoir diplomatique qui nous force de transformer ces vérités en un langage qui permet des relations. Alors, si cet écart devient public, il y a des crises de confiance parce que la diplomatie demande la fiction. Oui. La diplomatie, c'est de la fiction. Quelle est la part de fiction dans la diplomatie? On s'arrête un instant là-dessus, puis après on reviendra à la Turquie. Très intéressant. Il y a toujours un élément de fiction dans la diplomatie. Pas tout est fiction, mais je pense qu'il est important quand on voit que certaines réalités sont difficiles à prononcer et qu'elles ne sont pas conductives à une amélioration des relations, on va peut-être les tenir en confidentiel, et je pense cet écart, quand il devient public, écroule une confiance, et donc ça montre
tous les dilemmes dans lesquels diplomatie humanitaire du CICR, diplomatie nationale d'un État comme l'Allemagne est confrontée. Sur la Turquie, il y a eu cette tentative de coup d'État entre le 16 et le 17 juillet. Il y a plein de gens qui ont été emprisonnés, les putschistes, etc. On a parlé de sévices ou de tortures qui leur auraient été infligées. Est-ce que les délégués du CICR ont accès à ces détenus? Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus? Nous n'avons pas accès au centre de détention en Turquie. Nous ne sommes même pas présents en Turquie. Vous le regrettez? Oui, je regrette. J'aimerais bien être présent en Turquie, certainement. Le CICR aurait les capacités, certainement, en Turquie, comme dans beaucoup d'autres pays, de contribuer dans le dialogue qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la Syrie, à une amélioration concrète des situations. On ne peut pas travailler parce que le gouvernement turc ne le veut pas et on n'a pas de base juridique par les conventions de Genève parce que la Turquie n'est pas dans ce sens dans un conflit international. Donc je le regrette, mais en même temps ça reste une aspiration du CICR d'élargir action détention non seulement en Turquie, mais dans d'autres pays au monde. Donc, ça fait partie aussi de nos efforts diplomatiques. Oui, et de l'écart dont vous parliez il y a un instant. Oui. Quelle est votre position, Peter Maurer, face à la perspective du rétablissement de la peine de mort qui se profile en Turquie, comme l'annonce M. Erdogan? Bon, en tant que Peter Maurer, je suis profondément inquiet parce que vous connaissez ma biographie. À un certain moment de ma vie, j'étais aussi ambassadeur pour les droits de l'homme de la Suisse et donc l'abolition de la peine de mort pour moi était toujours un objectif extrêmement crucial en tant que président du CICR aussi. Je déplore le fait que de plus en plus de pays au monde, dans des situations surtout aussi de conflits, introduisent ou ont introduit ou accélèrent les peines de mort. Cela me préoccupe énormément. Alors on revient à la situation en Europe dans le Blick, toujours avec vous. Esther Coco, le responsable italien de l'UNICEF, lance un appel à l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas le droit de nous laisser tomber. Ce sont les mots de Paolo Rosera en interview dans le journal, alors qu'au moins 15% des 500 à 700 migrants qui se trouvent à Côme ont moins de 18 ans. Aux gardes-frontières suisses qui renvoient des migrants mineurs en Italie, le responsable de l'UNICEF Italie rappelle, un enfant migrant a les mêmes droits que n'importe quel enfant d'Europe. Mais Paolo Renza estime aussi que l'Europe doit intervenir pour soutenir la Suisse et l'Italie. L'UNICEF a par ailleurs proposé aux communes de Côme et aux alentours de se répartir les enfants migrants pour leur offrir une structure familiale, car s'ils sont livrés à eux-mêmes, ces mineurs non accompagnés courent de grands dangers. Ils risquent de se retrouver pris dans un réseau de prostitution ou dans un trafic de drogue, de subir l'esclavage, voire de se retrouver contraints au trafic d'organes. Ah oui, les migrants qui campent à Côme, on parle de nouvelles jungle de Calais en devenir peut-être, la Suisse qui se montre inflexible, Madame Sommaruga qui ne veut pas que la Suisse se transforme en couloir d'acheminement de ces migrants, la Suisse qui est critiquée par l'Italie, à juste titre selon vous? Bon, d'abord, je suis très solidaire des constats de l'UNICEF. Je pense une chose qui est particulièrement préoccupante dans les flux de migration, c'est qu'il y a en plus que les migrants en tant que tels sont vulnérables, il y a des catégories de migrants et les mineurs en font partie, qui sont particulièrement vulnérables. Exploitation sexuelle a été mentionnée dans vos nouvelles. Donc, moi aussi, je pense qu'il est important de dépasser les cadres juridiques figés et de trouver des solutions concrètes. Et je pense, si les constats sont corrects de l'UNICEF, il faut trouver des solutions et dépasser un peu les positionnements de principe, mais trouver des solutions concrètes pour ces gens. Clairement, selon vous, la Suisse devrait s'assouplir un peu en la matière par rapport à cette situation? Moi, je pense qu'il faut se mettre à table et trouver des solutions concrètes pour les gens qui sont vulnérables, pour ne pas empirer encore davantage leur vulnérabilité. Vous en avez parlé peut-être avec le Conseil fédéral, avec Madame Sommaruga, de cette situation? Écoutez, c'est pas mon premier mandat en tant que président du CICR. Mais votre voix compte? Puisque
puisque je suis président du CICR et que je connais l'un ou l'autre des conseillers fédéraux, inclus Madame Sommaruga, je vais certainement lui parler de ce problème et d'autres problèmes comme je l'ai fait dans le passé aussi. Dernier sujet, écrire l'horreur, Laurence Bolomé. La rentrée littéraire est marquée de l'empreinte du terrorisme. Une dizaine d'auteurs, selon l'Hebdo, plongent dans les méandres mentaux des fanatiques islamistes ou dans la vie des victimes des attentats parisiens. Interrogé, Eric Emmanuel Schmitt déclare « Je suis choqué en tant qu'homme et en tant que croyant. Je voulais mener une double réflexion sur l'origine de la violence et le regard que nous posons sur les religions. » Il le fait à travers son livre « L'homme qui voyait à travers les visages ». Et puis autre citation, celle de Fouad Lahraoui. Se mettre jour après jour dans la tête d'un jeune homme qui est en train de se radicaliser permet de comprendre comment ça marche. Lahraoui qui estime que contrairement à ce qu'a dit un politicien français, à savoir comprendre c'est justifier, il faut comprendre, dit-il, au pays de Montaigne, de Descartes, de Sartre, il faut se refuser à comprendre, c'est se condamner à ne rien résoudre, à perpétuer la guerre, le malheur. Et la journaliste ponctue ainsi, c'est que le rôle des écrivains est majeur dans une société lassée des discours politiques impuissants et des analyses géopolitiques sans âme. Ouais, quasiment une question philosophique pour terminer, Peter Maurer. Comprendre, c'est justifier, accusent certains. Or, beaucoup d'écrivains se penchent aussi maintenant sur le terrorisme, tout en ne le justifiant pas a priori. Qu'en pensez-vous de cette question-là ? Moi, j'ai une opinion très tranchée. Je pense qu'il faut comprendre, il faut faire énormément d'efforts pour comprendre ce qui est en train de se passer. On le fait au CICR pour la thématique que vous venez d'évoquer. Je pense tous les jours aujourd'hui, on se pose les questions. Pourquoi exactement on a ces dynamiques de radicalisation, de violence, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer. Je pense que c'est essentiel de comprendre. Je ne comprends pas les gens qui pensent que comprendre soit excuser. Je pense que les deux choses doivent être clairement séparées. On peut porter des jugements de valeur après sur les comportements, mais il faut faire tous les efforts. Et pour un humanitaire, c'est encore plus important parce que la compréhension est en fin de compte la base aussi de ce que nous préconisons, l'action neutre, impartiale et indépendante. Si on ne comprend pas, on ne peut pas se positionner dans des conflits d'une manière à pouvoir être ouvert à tous les côtés pour travailler après des stratégies contre cette violence. Je pense que c'est essentiel. Je suis encouragé par les auteurs qui mettent ça dans les livres et dans les études. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Peter Maurer.